Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 221 du podcast Dunk Hebdo. C'est Adrien qui vous parle et cette semaine, on ne pouvait pas ne pas parler des dernières, péripéties qui ont eu lieu aux États-Unis et en NBA. Pour ça, deux hommes avec moi, deux hommes qui avaient déjà évoqué la situation sociale aux États-Unis dans un podcast, c'était il y a quelques semaines. Et on commence tout d'abord avec celui qui essaye de maintenir un peu d'ordre dans les discussions football, visagiste et autres Koh-Lanta dans notre conversation WhatsApp. C'est Ben. Comment ça va, Ben ? Ça va très bien et je dois avouer que c'est pratiquement impossible de maintenir l'ordre. Bon, on va dire que je contribue un peu au bazar avec nos discussions K-pop. Adrien. Voilà, on va pas totalement se... On est aussi un peu coupable, évidemment. Et donc ensuite, deuxième homme, vous l'avez entendu un peu se marrer, c'est notre marchand de tapis préféré, parce qu'en ce moment, il passe son temps à démarcher chacun d'entre nous pour nous vendre les produits de la cuvée annuelle de Rookie. C'est Alan. Ça va, Alan ? Ouais, salut les gars, salut tout le monde. Ça va, un peu stressé parce que Celtics Raptors va bientôt commencer, mais ça va. Bah écoute, on espère que ça va bien se passer, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est donc ce qui s'est passé dans la bulle, la grève, la reprise. C'est ce dont on va parler, c'est l'épisode 221 de Dunk Hebdo. On en a besoin, même si on va pas faire une analyse complète de ce qui s'est passé, peut-être point par point. Il y a des médias plus spécialisés pour notamment le fait de base, mais il faut quand même qu'on reprenne les choses à dimanche dernier. Donc, c'était le 23 août. C'était donc à Kenosha, dans le Wisconsin, donc à mi-chemin entre Milwaukee et Chicago, pour ceux qui veulent situer. Jacob Blake, qui est un homme afro-américain, qui a reçu donc 7 coups de feu dans le dos de la part d'un officier de police aux États-Unis. S'en suivent évidemment des manifestations, des émeutes dans les jours qui suivent. Et pour la NBA, on se retrouve quelques jours plus tard, le mercredi 26 août, avec à ce moment-là un Game 5 qui est prévu dans la série entre les Bucks et le Magic. Et les Bucks refusent à quelques minutes du coup d'envoi de jouer. On apprend qu'ils refusent de jouer. Donc je vais faire le déroulé rapide, on reviendra sûrement plus en détail. Ensuite, les autres équipes finissent par leur emboîter le pas. 2 jours sans NBA donc, sans série, sans play-off. Des meetings entre les joueurs, avec les instances de la NBA, avec les propriétaires, et finalement une reprise il y a quelques jours. Donc c'est tout de tout ça dont on va devoir parler aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais te lancer toi, Alan, vu que t'es un peu le spécialiste chez nous de la question. La pression directement. On commence toujours par un peu de pression comme ça. Mais en tout cas, voilà, parlons de ce mouvement-là. Les premiers retours qu'on a vus un peu chez nous, je pense notamment à un journaliste que je nommerai pas de l'équipe qui discréditait un peu ce mouvement en disant que voilà, finalement c'était un peu ce mouvement allait pas avoir grand impact, le fait que les joueurs en NBA ne décident de ne pas jouer, que c'était pas un vrai fait, mais ça allait pourtant un peu. Est-ce qu'on peut quand même commencer par parler de l'impact que peuvent avoir les sportifs américains sur l'ensemble de la société et notamment la jeunesse afro-américaine qui est très fan de NBA? Ouais, ça, je pense que c'est un des points les plus centraux et c'est un des points où je suis le plus renseigné. Je suis pas renseigné sur tout, franchement, c'est super complexe, super multiforme comme sujet. Ça impacte de la politique, de la science politique, de la sociologie, plein de choses. Mais c'est vrai que ce qui a été prouvé par des sociologues américains, c'est que pour tous les jeunes afro-américains, déjà, il y a 2 choses c'est quelque chose qui a été prouvé, c'est le syndrome du sportif, de la carrière sportive. Ils ne voient la réussite dans la vie que possible grâce à une carrière professionnelle dans le sport. C'est Harry Edwards dans les années 80, un sociologue, qui a prouvé ça et qui a dit que c'était terrible parce que ça limitait potentiellement les Afro-Américains dans d'autres carrières qui sont très importantes dans la société, dans le civil notamment et dans d'autres choses. Et deuxièmement, comme ils ne voient que peut-être potentiellement la réussite et leur futur dans le sport, et ben ils ont comme modèle les sportifs. Et ils ont franchement, alors tout le monde parle voilà d'Obama, je sais que voilà, en France on aime bien, on a le marronnier Oprah Winfrey et compagnie sur plein de, c'est pas une négative ce que je dis, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu surfait quand on parle de modèles dans la communauté afro-américaine, surtout chez les jeunes hommes. Et c'est vrai que oui, il y a une super étude qui a été faite là-dessus qui montre que voilà, pour quasi une grande partie des jeunes afro-américains aux États-Unis, les modèles, c'est LeBron, c'est Kobe, c'était Michael Jordan, c'est des joueurs de football américain. Et donc, ils ont un vrai rôle politique à jouer là-dessus.
dans la transmission des messages. Et voilà, si, en gros, ils auraient vu tout ce qui se passe, et bien sûr qu'ils sont impactés, influencés par tout ce qui se passe socialement aux États-Unis, mais là que les joueurs parlent, fassent grève, fassent voilà quelque chose, ça, je pense, c'est une influence forte pour cette communauté-là précisément, ce groupe précis. Ah bah, la transition est très bien faite de ta part pour parler plus NBA. Je vais te relancer là-dessus, Ben, parce que c'est le premier échange qu'on a un peu eu entre nous sur au début la décision est prise par les joueurs des Milwaukee Bucks, donc l'équipe de la franchise de l'État où s'est passé l'affaire Jacob Blake, donc. Et la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que si les Bucks uniquement décident de leur côté unilatéralement de faire ce choix de ne pas jouer, est-ce que ça a assez d'impact? Mais on a vu à posteriori que d'autres équipes et d'autres peut-être non, comme tu disais là juste avant Alan, un LeBron qui est quand même l'image de la NBA actuellement, emboîte le pas. Là, l'influence est peut-être un peu plus importante. Ouais, moi j'ai l'impression par rapport à ce qui s'est passé de deux choses. Alors déjà d'un rendez-vous manqué, peut-être avec l'histoire, on en parlera, c'est peut-être assez dur comme jugement, et surtout d'un effet papillon totalement pas maîtrisé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai, tu l'as dit Adrien, ça a commencé par les Bucks, mais plus que par les Bucks, ça a commencé vraiment par George Hill. C'est-à-dire que ce qui peut sortir notamment dans un article de The Athletic, c'est que George Hill, décision personnelle, décide de ne pas jouer. Ensuite, il demande à Mike Budenholzer de l'écarter du match, mais sans préciser à ses coéquipiers. Ensuite, Sterling Brown vient, comprend ce qui se passe, s'écarte lui aussi du match et décide de ne pas jouer. Et ensuite, effet papillon, toute l'équipe ne joue pas, le match finalement est reporté et on en arrive à ce qui s'est passé, c'est-à-dire une espèce de suspension de la NBA. Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que déjà, tout ce qui s'est passé, et on le verra, ça a eu un impact sur d'autres sports, ça se passe fondamentalement de la décision d'un homme qui entraîne avec lui d'autres choses. Et ce que je trouve aussi fascinant, c'est que ça prouve à quel point il y a eu une évolution dans la situation récente, parce que j'ai cité le nom de Sterling Brown, et si on se rapporte au podcast que tu as mentionné, Adrien, qu'on avait enregistré avec Alan, Sterling Brown, c'est un joueur qui justement avait été marqué dans sa chair parce qu'il avait vécu. Il avait vécu, un événement où il avait été confronté à sa situation d'homme noir aux États-Unis. Il avait eu des problèmes avec la police. Sterling Brown, avant de rentrer dans la bulle, avait dit « Je joue parce que selon moi, c'est un moyen d'utiliser ma plateforme pour faire passer un message. » Et là, on est fin août. Ça va faire 2 mois qu'il est à l'intérieur de cette bulle. Il décide de se retirer d'un match à cause de ce qui s'est passé dans le Wisconsin. Donc, je trouve que d'abord, avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail, il y a déjà, je pense que de base, ce qui s'est passé, ça va être très dur, c'est très dur là, quelques jours après, d'en faire dégager des conclusions, parce que j'ai l'impression que personne n'était préparé à ce que le geste de George Hill au début ait un impact si immense. Ouais, probablement, on a vu des joueurs en réaction, des phrases qui sont ressorties de certains insiders. Je pense à un article sur Yahoo Sport que j'ai lu de Chris Hayes sur les premières réactions de certains joueurs. Je crois que c'est Udonis Haslem qui disait que la réaction de Hill pour lui était les limites irresponsables et un peu comment le traduire, parce que j'allais dire selfish, mais du coup Montaigne serait pas très heureux. Égoïste, merci beaucoup, de ne pas consulter les autres joueurs, parce qu'on sait qu'il y avait aussi déjà eu des discussions avant la reprise de cette bulle-là. Il y a des joueurs qui ne sont pas venus. Alors, il y a la situation sanitaire, bien entendu, mais il y avait déjà cette question sociale à ce moment-là, et certains joueurs étaient pas forcément super chauds à l'idée de rejouer dans ce contexte. Finalement, il y a eu un accord, un juste milieu avec les messages sur les maillots, comme on a vu, la possibilité de s'agenouiller pendant l'hymne, etc., etc. Donc, il y avait déjà eu cette discussion, et la situation continue d'évoluer en parallèle, parce que c'est pas parce que la NBA a repris que tout va bien et qu'ils sont justement dans une bulle totalement hermétique. Et donc c'est ça aussi qui a fait qui a surpris pas mal de monde au moment où c'est arrivé, parce qu'on avait pratiquement oublié que la NBA, que cette reprise de la NBA était en parallèle de toute cette situation sociale aux États-Unis. Mmh. Totalement. Et avant de laisser parler Alan, je pense qu'il faut vraiment insister sur la bulle, parce que je pense que la bulle en elle-même, c'est un formidable accélérateur de particules dans cette situation, mais c'est aussi peut-être ce qui a fait qu'il y a eu, je dirais peut-être un manque de préparation. Enfin bref,
accélérateur de particules parce que si ce qui s'est passé c'est une première dans l'histoire de la NBA, je pense que fondamentalement c'est parce que c'était un terreau parfait, la bulle. Les joueurs sont à quelques centaines de mètres voire kilomètres les uns des autres. C'est très facile, ça a été très facile de réunir tous les joueurs quelques heures après, ce qui est virtuellement impossible dans un scénario normal de saison NBA. Accélérateur de particules aussi parce que ça commence à ressortir de plus en plus. On a eu Paul George, LeBron l'a dit un peu, psychologiquement c'est dur à vivre la bulle. Donc ce qui fait que je pense que ça a accéléré peut-être le sentiment de il faut faire quelque chose. Et peut-être que face à l'ennui, les joueurs se sont dit, et face aussi au dégoût qui a pu augmenter avec ces semaines en dehors, entre guillemets, de la vie normale, ça a pu accélérer le sentiment de dégoût et la volonté de passer à l'action. Après, je pense que la bulle en soi pose des limites, parce que déjà c'est difficile de faire rentrer des gens à l'intérieur, donc ce qui fait que tenir des réunions, oui, mais c'est entre acteurs à l'intérieur de la bulle, et je pense que la bulle pose également problème parce que c'est posé tout de suite la question de est-ce qu'on peut ressortir, c'est Jaylen Brown notamment qui l'a mis en avant, et ça, je vais te laisser en parler Alan, ça met tout de suite un frein à l'action potentielle. Ouais, c'est ça. Brown a dit... Brown qui avait été, tout le monde a vu, je pense qu'il avait été très impliqué déjà dans les marches, dans les manifestations ça devait être en juin, c'était fin mai, début juin, je pense qu'avec c'était George Floyd et tout ça, manifestation à Atlanta et tout ça. Et là, il a dit que voilà, arrêter la saison, oui, mais est-ce que si on arrête la saison, les joueurs iront manifester? C'était un peu provocateur, mais c'était assez intéressant de voir ça parce que je pense pas que tous les joueurs iront manifester. En vrai, on sait même pas, en vrai, on sait pas. Peut-être qu'ils ont manifesté proche de chez eux, proche de leur domicile. Après, ils ont plusieurs domiciles aussi, certains joueurs, donc c'est assez compliqué. Mais en même temps, on est aussi, et on peut pas, malheureusement, enlever ça. On est quand même dans une période où il y a une pandémie, quoi. Moi, franchement, c'est vraiment un facteur essentiel de la cause, parce que ça peut limiter les modalités de manifestation, ça peut limiter les rencontres avec des dirigeants, des personnalités importantes d'État, du monde politique, avec en plus une élection présidentielle qui arrive aux États-Unis aussi. Donc franchement, t'as un millefeuille de phénomènes qui se mettent, qui s'embrochent les uns sur les autres, et qui fait qu'il y a des impacts, et que t'as énormément d'impacts, des choses qui sont liées entre elles. Et ça va du petit joueur, du joueur NBA lambda à des personnalités politiques, des liens et tout ça. Et comme tu l'as dit aussi, vous l'avez dit aussi tous les deux, chose qui m'a surpris personnellement, un impact dans les autres grands sports américains. Ça, franchement, ça m'a un petit peu surpris que le phénomène s'étende aux autres sports, connaissant, comme Ben le dit souvent, le public diversifié des grandes ligues américaines. Avant de repartir sur les ligues américaines, je voudrais aussi donner un autre pendant de la bulle, justement par rapport à ce que vous disiez tous les deux. Certes, elle limite d'une certaine façon les modalités d'action, et comme tu disais, il y a un millefeuille de choses à faire dans un contexte social classique. Déjà, ces questions-là se posent. Peut-être que un des avantages de cette bulle, c'est de forcer les joueurs à réfléchir dans des modalités d'action qui sont beaucoup plus restreintes, et donc c'est peut-être aussi plus simple de prendre des décisions. Alors peut-être pas unanime, mais en tout cas d'arriver à discuter, d'arriver à une forme de consensus sur qu'est-ce qu'on peut faire en l'état actuel, plutôt que rester sur un statu quo qui est toujours aussi un peu la balance dans les autres sports. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir continuer là-dessus, où les joueurs sont dans une position d'un peu d'équilibriste entre toujours cette situation de ils sont concernés en tant qu'hommes noirs aux États-Unis, donc par la situation en question, et en même temps ils sont sportifs et ils ont une image et ils ont des responsabilités professionnelles à ce niveau-là. Et la bulle là aide, parce qu'on a vu que LeBron James notamment dans les discussions était a priori très inquiet de qu'est-ce qu'on pouvait vraiment faire de concret, qu'est-ce qu'il pouvait faire de concret pour qu'il y ait des vraies suites et pas seulement une grève pour la grève et un effet coup de poing sans vraie répercussion. Mais c'est en cela que moi j'estime que c'est un peu une occasion manquée avec l'histoire, parce que tu l'as très bien dit, pour conclure Adrien, il y a eu la notion, il s'est posé très vite la question de qu'est-ce qu'on fait. Alors Alan n'a pas le monopole de citer des études, etc. Voilà. Il y a un truc en sciences politiques qui est très important, c'est la notion d'étiquetage. C'est pas étiqueter un produit dans un supermarché, c'est l'idée que
voilà, si t'as une cause, faut savoir clairement l'étiqueter. C'est-à-dire, voilà, concrètement, quand George Hill décide de pas jouer, c'est par rapport à son dégoût vis-à-vis de ce qui s'est passé. Certes. Mais l'effet papillon qu'il a engendré n'a pas fait en sorte, en gros, tous les gens qui se sont assis et qui ont décidé de pas jouer l'ont pas forcément fait pour la même chose. Et du coup, je rebondis sur ce qu'a pu dire Alan. C'est vrai qu'il y a eu un impact sur la MLB, sur plein d'autres ligues. Et pour moi, il y a deux exemples qui sont assez symptomatiques du fait que il y a eu un manque de réflexion assez total sur pourquoi on décide de ne pas jouer. Alors, je vais donner déjà l'exemple de la MLS où 5 des 6 matchs se sont pas joués. Oui, mais il y en a un qui s'est joué. Ça veut dire que ça prouve à quel point la situation, elle était instable ou qu'elle évoluait très vite. Puis il y a aussi pour moi le cas de Naomi Osaka, la tenniswoman qui était en demi-finale d'un tournoi à New York, qui a décidé de pas jouer, et puis la situation a tellement évolué qu'elle s'est retrouvée à jouer sa demi-finale et d'ailleurs à se qualifier pour la finale. Et pour moi, je trouve que ça montre vraiment à quel point et les joueurs et c'est pour ça renvoie à ce qu'a pu dire à Udonis Haslem sur le manque de responsabilité. Là, on s'est arrêté, mais on n'avait pas du tout réfléchi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il n'y avait pas eu peut-être cette réflexion pendant les 8 semaines et peut-être d'accumulation d'effets cocotte minute. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on demande? Et c'est pour ça, moi, vraiment que je pense qu'on a un rendez-vous manqué vis-à-vis de l'histoire, parce que je pense que l'impact que ça a eu, même de façon très brève, et ce qui en est ressorti, il y a un décalage. Je trouve vraiment qu'il y a un décalage, d'après moi. Bah, je suis un peu d'accord avec toi, mais d'un autre côté, excuse-moi Alan, je vais te laisser parler après. Il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a un peu choqué d'une certaine façon dans les différentes réactions qu'on a lues à ce qui s'est passé donc dans les différentes ligues. C'est on est assez prompt à juger rapidement la manière de réagir, donc des sportifs là en l'occurrence, mais des concernés de manière globale. C'est-à-dire que il y a eu l'effet cocotte minute comme tu disais, mais il y a eu un nouveau fait. Il y a eu cette affaire Jacob Blake et émotionnellement c'est c'est déjà fort de notre point de vue à nous, mais quand tu te sens d'autant plus concerné parce que c'est proche de toi, c'est très compliqué pour moi en tout cas, j'estime pour ma part de juger la manière dont chacun réagit de manière émotionnelle dans son être sur cette chose-là et qui a envie de faire quelque chose. Alors oui, des fois, ça manque un peu de réflexion, mais justement, peut-être qu'il y a la première action coup de poing et ensuite, on peut recalmer les esprits, essayer de retrouver la raison et trouver un but, des modalités d'action, etc. Mais tout en étant, voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est que pour moi, c'est difficile de porter un jugement sur ces actions-là parce que, eh bien, chacun réagit en fonction de qui il est et des fois c'est compliqué. Effectivement, les émotions prennent le pas sur la raison. Moi, je pense que c'est surtout très dur d'avoir l'unanimité. Enfin, en plus, oui. C'est assez compliqué parce que, comme tu le dis Ben, pour qu'il y ait une puissance de frappe forte pour que ça retentisse et que l'influence soit forte potentiellement socialement et tout ça, il aurait fallu que ça soit organisé comme tu l'as dit, que ça aille d'une seule voix quoi. C'était ce que tu voulais dire un peu. Eh ben, je te laisse parler, mais justement non. Okay, mais je te laisse continuer. Ouais. Moi, si jamais, tu vois, ils auraient voulu aller d'une seule voix, comme tu as dit, voilà, la MLS, personne ne jouait, par exemple. Ou la MLB, il y a eu, 20% de matchs annulés sur les 4 jours, quoi. 3 jours. Et surtout parce que si on regarde il y a beaucoup moins d'Afro-Américains qui jouent au baseball qu'avant, en fait. Il y a une étude qui avait été faite là-dessus. Ils jouent au foot US et au basket, les jeunes Afro-Américains, maintenant. Ils jouent plus au baseball, donc le baseball est une ligue pas trop où le nombre d'Afro-Américains diminue de décennie en décennie. Donc c'est comme le hockey, il y en a très très peu. Donc et pourtant ils sont quand même mis en grève. Il y en a qui même qui ont pas joué. Et moi tu vois c'est ça qui fait que je pense que ça limite et c'est parce qu'en fait le laps de temps est trop court. Tu peux pas avoir une unanimité des modalités, des plans d'action et même des avis tout simplement. En si peu de temps. Donc je pense que ça peut limiter la chose. Ce qu'il aurait fallu, si tu voulais vraiment peut-être avoir ça, après je te repasse la parole, c'est si tu prolonges une grève longue durée. Si tu fais 10 jours de grève potentiellement, ben là les retombées économiques et tout ça, c'est d'autres sujets. Mais là en 10 jours, peut-être qu'ils auraient pu tous s'attabler, parler et se mettre d'accord. Mais il aurait fallu 2 choses, il aurait fallu d'abord que pendant qu'il y en a, quand c'est que certains se mettent en grève, tout le monde se mette en grève et que ça dure pas seulement 2 jours quoi.
Je pense que c'est ça. Alors, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Adrien. C'est vrai que je juge pas la réaction des joueurs. Je juge plutôt la continuation de ce qui s'est passé après. Ce que je veux dire, c'est que, et là, je rejoins Alan. En fait, on a l'impression que on a été sur un mouvement qui a été en accéléré, en fait. On a été en x16 tout le long. C'est-à-dire, ça s'est arrêté en 5 heures, la ligue était arrêtée. Et en 2 jours, tout s'est réglé en coup de quelques réunions et de Zoom, de meeting Zoom avec Barack Obama. Et ce que je trouve je dirais, en fait, par rapport à ce que t'as pu dire, Alan, c'est que moi, je trouve que c'est positif si, en fait, la NBA, je vois pas pourquoi il y a cette obsession que les joueurs parlent d'une voix. Tout le monde peut soutenir par exemple, tu peux soutenir Black Lives Matter, dans le mouvement BLM, tout le monde n'est pas d'accord sur les modalités d'action. Je comprends pas pourquoi les joueurs sont obsédés par cette idée de parler d'une voix. Par exemple, sur leur maillot, ils ont pas tous écrit la même chose. Il y en a qui ont mis Equality, il y en a qui ont mis Black Lives Matter, il y en a qui ont mis Vote, il y en a qui ont Education First. Voilà, c'est ça. Et c'est justement, c'est la richesse d'un mouvement qu'on est tous peut-être derrière une cause globale. Voilà, améliorer le sort des Noirs américains aux États-Unis, mais qu'on n'a pas tous les mêmes modalités. Et en fait, je comprends pas pourquoi. Enfin, si je peux comprendre, mais je sais pas si c'est positif cette obsession du côté des joueurs NBA ou du syndicat des joueurs. Chris Paul en parle pour que tout le monde parle d'une même voix, parce que la richesse de la NBA, c'est d'avoir des situations différentes, j'estime. Mais c'est pas que dans le sport. Impossible. C'est quasiment impossible. Donc si t'attends d'avoir une unanimité et une seule voix pour vraiment aller jusqu'au bout des choses, tu le feras pas. Je pense. Ouais, non, mais c'est pas que dans le sport. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont cette volonté-là, qu'on partage ou non, mais c'est aussi une injonction qui a été faite. Alors, je fais pas de parallèle sur comment dire le bien fondé des différents mouvements sociaux, mais si on reprend ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes l'année dernière. Très rapidement, dans les grands médias, on a envie de voir se déclarer des représentants et savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Dans l'histoire des mouvements sociaux, c'est quelque chose qui se répète souvent. Il y a un départ sur une situation donnée, souvent un fait coup de poing, et ensuite on demande des faits précis. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Là, c'était après ça s'est dégagé le référendum d'initiative citoyenne, etc., etc. Bon, bref. Mais en tout cas, dans tous les mouvements et pas que dans le sport, on demande du point de vue des instances dirigeantes, disons ça comme ça, d'avoir des demandes concrètes. Et donc forcément, ça influe aussi sur quand tu te retrouves dans la situation des gens avec des revendications, à te dire si on veut être entendu, il faut qu'on soit plus forts tous ensemble, qu'on dise d'une même voix la même chose, sinon le message va pas être assez clair et ne va pas peut-être donc justement être bien entendu. Je pense qu'à la différence de peut-être des mouvements comme ça, les joueurs NBA ont la chance de ne pas être alors, je suis désolé pour Montaigne, concrètement, on parle d'outsiders dans ce genre de cas. Les joueurs NBA sont pas des outsiders dans cette situation-là. C'est-à-dire que on a pu voir qu'ils ont un formidable levier d'action sur la ligue. Et là où je suis d'accord avec Adrien, c'est vrai que on peut pas attendre de trop tôt dégager des thèmes. En fait, ma grosse déception, je pense, c'est dans cette période de réflexion. Moi, je me suis dit, la ligue, elle va s'arrêter pendant quoi? Une semaine. On va avoir un vrai travail de réflexion sur ce que peuvent demander les joueurs, comment agir à l'intérieur de cette bulle. Parce qu'on l'a dit, c'est une problématique extrêmement particulière. Et en fait, je trouve qu'on a eu des petits résultats. Après, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette situation? Je ne sais pas, mais je suis assez déçu des résultats de base. Et pour moi, c'est pas un hasard quand on a su beaucoup de choses à travers la presse de ce qui s'est passé dans ces réunions. Quand Doc Rivers parle beaucoup et leur dit les gars, à la fin, faut que vous sortiez 2-3 thèmes d'action. C'est pas un hasard, ça. C'est qu'il leur dit au bout d'un moment, il faut peut-être du concret pour que votre message soit mieux entendu. Malheureusement, de toute façon, c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est comme avec George Floyd, quel peut être le concret de ce genre de choses-là? On parle pas d'un souci qui peut se régler, j'ai envie de dire, de manière conjoncturelle. On parle d'un souci structurel dans la société américaine depuis des décennies et des décennies, des siècles même, si on peut même. Alors bien sûr, ce qu'il faut toujours dire, c'est que le sort des Afro-Américains aujourd'hui est mieux qu'il y a 70 ans et beaucoup mieux qu'il y a 150 ans. Ça, c'est une chose. Non, mais il faut toujours le mentionner quand même parce que faut le dire. Mais on est sur des soucis qui font pas se régler. Tu vois, ils auraient pu dire quoi les thèmes, modalités d'action. Qu'est-ce que ça aurait fait par exemple si George Hill ou Sterling Brown ils auraient dit voilà, on veut que tous les policiers
qui ont commis des actes racistes, voilà, reconnus comme racistes et tout, soient emprisonnés. Tu vois, comment ça a été reçu tu vois ce que je veux dire? Les modalités d'action, elles sont difficiles, je trouve. C'est plus des idées, des thématiques que des lois. Là où d'autres personnes demandent, voilà, qu'il y ait vraiment du concret qui soit fait pour les Afro-Américains, quoi. C'est très compliqué, je trouve. Je vais laisser parler Adrien, mais moi, mon problème, je pense que la NBA cherche trop à être universaliste depuis son entrée dans la bulle. Pour moi, c'est son gros problème, en fait. C'est peut-être ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que là se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle politique américaine, mais l'échelle locale et tout ça, ouais. Bien sûr, mais je pense que là aussi ils ont eu cette problématique dans les discussions, donc ça on n'en a pas trop eu, mais en interne au sein de la NBA, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de discussions avant de reprendre, et il y a dû avoir un certain son de cloche de la part de la NBA de dire effectivement on vous soutient, c'est en tout cas la ligne d'Adam Silver, mais on avait dit qu'on allait au bout, on a un impératif de calendrier sur nos playoffs et la saison d'après, on a un impératif financier, parce que on se souvient aussi des discussions alors je sais plus quel joueur qui disait évidemment c'est facile de dire je joue pas et on arrête de jouer quand t'as des contrats à la Chris Paul avec des multiples dizaines de millions sur plusieurs années. Austin Rivers. Ouais, voilà. Ouais. Alors que quand t'es le joueur, au contrat année par année, contrat minimum, etc., qui gagne quand même très bien sa vie à l'échelle des États-Unis, mais tout de même, l'impact est pas le même. D'autant plus quand on connaît les situations des joueurs américains qui, pour certains, doivent subvenir aux besoins de toute leur famille, etc., etc. Donc, dans les discussions, il y a aussi eu à l'échelle de la NBA probablement il faut quand même qu'on reprenne vite et on peut continuer à discuter tout en continuant à jouer. Totalement. Je trouve qu'il y a cette dimension-là. Après, par rapport au message en lui-même, c'est vrai que la NBA s'est dit à un moment, c'est pour ça que c'est Wojnarowski qui avait dit que les propriétaires et Adam Silver le premier étaient extrêmement surpris. Personne ne s'attendait à ce mouvement-là, et je pense que c'est parce que on a cru à un moment avoir donné les gages. Mais je pense que là, il faut prendre en considération, on en a déjà parlé, le fait que le contexte a beaucoup évolué et que les joueurs sont rentrés dans la bulle fin juin, début juillet. C'est une éternité, en 2020 surtout. 2020, c'est une éternité. Et ce que je voulais dire quand j'ai interrompu, comme je le fais trop souvent Adrien, c'est que je trouve que la NBA cherche trop à être universaliste. Je reviens sur les slogans derrière les maillots des joueurs. Le plus utilisé, c'est equality. Alors encore une fois, on va croire que je suis un robot programmé par la science politique, mais l'equality, l'égalité, c'est un but, c'est un souhait, c'est pas une action. Vote, c'est une action. C'est une action. Group Economics, qui est émis par Wesley Matthews, André Godala, quelques autres joueurs, c'est des actions. On investit dans notre communauté. Il faut que les joueurs NBA aient ce recul-là de savoir investir dans leur communauté. C'est des actions concrètes. Et je pense que la NBA, là où elle a peut-être s'est trompée, et Adam Silver a tapé juste, c'est qu'en fait, il a fait des concessions, si on peut appeler ça comme ça. Par exemple, le Black Lives Matter sur le parquet. C'est très malin parce que c'est oser sans être disruptif. Parce que les gens qui regardent la NBA sont globalement démocrates, globalement jeunes. C'est-à-dire que tu vas effrayer très peu de tes fans, des gens qui te regardent en mettant Black Lives Matter sur un parquet, même si une majorité des fans ne veulent pas que les athlètes professionnels, d'après les sondages, témoignent de leur opinion politique. La NBA ne risque pas sa vie, contrairement à ce que peuvent dire des mecs sur The Athletic. Coucou Ethan Strauss pour le pire article de 2020. Par rapport à ça, moi, ce que pour en finir encore une fois avec mon monologue, je me demande juste, en fait, qu'est-ce qui a évolué fondamentalement? En fait, c'est quoi? Où sont les fruits de ce qui s'est passé? Parce que c'est 72 heures, je suis pas d'accord avec les journalistes de l'équipe, c'est 72 heures historiques. Mais qu'est-ce qu'on en retiendra dans 20 ans? Je sais pas, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. J'ai appris, il y a pas mal de choses qui sont sorties. On a revu des histoires de matchs de baseball qui avaient été annulés à certains moments de l'histoire américaine pour les droits civiques. Pareil pour, je crois, les Celtics qui avaient refusé de jouer un match à Louisville parce que... Alors, c'est juste les joueurs noirs des Celtics. Oui, c'est ça.
Soit ça, tu vois, j'ignorais complètement cette anecdote, cette histoire, qui avait refusé de jouer un match parce que je crois qu'ils n'avaient pas été servis dans un restaurant. C'est ça, en fait. Il y avait 2 joueurs qui, en gros, ont voulu se faire servir à l'hôtel. On leur a dit non. Bill Russell et Casey Jones, ouais, ils ont dit non. Et c'est très intéressant cette situation parce que Auerbach a essayé de les convaincre, mais ils y sont pas allés. Des joueurs en face nord-américains, ils sont pas allés non plus. Enfin, c'est assez intéressant avec le recul de 60 ans maintenant là-dessus. Donc on se rend compte qu'en fait, tu vois, ça s'est passé, c'est juste que nous, de notre vivant, on avait... pour nous, des joueurs qui font la grève, c'était 6 billets, quoi. Tu vois, c'était lockout, c'était pas du tout pareil, c'était contrat et tout ça. Là, ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, surtout sur le point que tu as dit sur... en gros, pour moi, Silver, franchement, avec la plateforme des noms sur le dos et Black Lives Matter, il a pris 0 risque. 0 risque. Comme tu l'as dit, les gens qui regardent la NBA, c'est pas les mêmes gens qui regardent la NFL, qui refusent, qui regardent le baseball, les États-Unis, qui restent comme les 3 grosses ligues. Et pour moi, il a pas pris de risque là-dessus. Alors, tout le monde dit oui, on leur a donné une modalité d'action aux joueurs, on leur a donné le meilleur de s'exprimer, très bien, c'est vrai. Mais, franchement, il n'y avait pas une grosse prise de risque pour moi de la part de la NBA là-dessus. Surtout que c'est une ligue très internationalisée aussi. Et donc les gens qui regardent la NBA internationale, je pense que ils sont pas tous. La mentalité américaine qui est pro NRA, elle est très très comment dire, minoritaire. Ouais, très minoritaire et puis très 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 typique américaine. Ça se trouve pas trop ailleurs dans le monde des gens qui pensent comme ça, qui ont ce type d'idéologie, même si ça se trouve dans d'autres pays anglo-saxons. C'est vrai, tu vois, mais c'est assez minoritaire donc. Et en même temps, c'est aussi compliqué de dire ce qu'il aurait pu faire de plus. Mais je pense que voilà, quand les gens disent oui, la NBA joue beaucoup, non, pour moi, elle savait ce qu'elle faisait, le risque était très calculé. Sinon, il l'aurait pas fait. Oui, c'est pas le genre d'Adam Silver de toute façon de prendre des grands risques non plus. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, que je trouve assez intéressant, Ben, sur cette position de certaines personnes dire les sportifs ne doivent pas montrer leurs opinions politiques dans leur rôle, c'est quelque chose qui traverse pas mal de disciplines, je dirais, en ce moment avec les différents mouvements. On l'a vu sur MeToo aussi, les acteurs qui doivent pas. On l'a vu donc dans les jeux vidéo, moi, que je vois beaucoup passer. Il y a eu MeToo, là il y a d'autres affaires en ce moment, notamment autour de Black Lives Matter. On va pas rentrer dans les détails, mais de manière globale, comme tu disais, Alan. Je pense qu'à l'échelle mondiale, de plus en plus, ces faits-là et ces demandes d'amélioration sociale, pour rester assez large, sont de plus en plus acceptées de la part de tout le monde. On prend conscience que le fait politique concerne tout citoyen, en fait, simplement. Et donc le sportif en fait aussi partie. Et bizarrement, paradoxalement, parce qu'il y avait une très bonne étude de Forbes qui était sortie, seulement 8% des fans de sport, de tout sport aux États-Unis, estiment que le sport devrait être utilisé pour promouvoir des problèmes politiques. 8%, c'est-à-dire que même à l'intérieur, parce qu'on a un peu, je pense, cette caricature de dire ah oui, en gros, c'est les républicains qui veulent pas qu'on parle sport, etc. Enfin, c'est tout le monde, c'est les indépendants, c'est les démocrates également qui veulent pas qu'on parle de ça. Et il y a peut-être, je pense, ce tabou qui est difficile à sortir. Et j'avais donné la stat des 60% des fans qui estiment que les athlètes professionnels ne devraient pas utiliser leur plateforme pour promouvoir des problèmes politiques. Ça monte à 70 et 72% pour la NFL et la MLB. Enfin, la NBA est une ligue où, globalement, par rapport à la moyenne, on accepte ça plutôt bien. Et c'est pas un hasard, enfin, Alan et moi, et même Adrien, on parle en connaissance de cause sur ces sujets-là, c'est pas un hasard de voir les différentes modalités d'action des ligues américaines qui, faut être honnête, se calent complètement sur les gens qui la regardent. Complètement. Faut quand même dire qu'aux États-Unis, il y a certains, pour rebondir sur cette idée que sport et politique doivent pas être mêlés, il y a dans des programmes NCAA de foot US et de basket, on laisse pas la journée de vote pour les présidentielles de libre pour les étudiants à tête. Ils ont cours et entraînement toute la journée, donc ils peuvent pas les voter. Et quand on demande au coach en interview, ils ont voté, ils disent non, je suis concentré sur le match de samedi. C'est des choses qui se font dans des grands programmes de football américain aux États-Unis.
C'est comme Chris Paul, c'est sorti la stat comme quoi seulement 20% des joueurs NBA auraient voté dans la dernière élection. Bon, la dernière élection, on va pas faire l'analyse électorale, mais Hillary Clinton, Donald Trump, les Noirs américains dans cette élection-là, bref, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est 20%, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi, il y a cet appel peut-être de certains joueurs pour Jaylen Brown, de coachs comme Doc Rivers, pour des actions plus concrètes par rapport à la ligue ou même aux propriétaires. Ouais, aller manifester, voter, tu vois, c'est deux choses simples de démocratie, tu vois. Ça. Et c'est des choses, tu vois, le vote, Brown qui dit, ok, on arrête, mais si on arrête, les gars, on va manifester, tu vois, on fait des choses. Ouais, on n'arrête pas pour rentrer chez nous, quoi. Oui, c'est ça, et pas juste, tu vois, c'est terrible, tu veux dire, mais faire un post Instagram ou un truc comme ça, tu vois, parce que on vit en 2020 dans une ère où il y a ça aussi, et c'est bien, les réseaux sociaux, ça doit servir à ça, mais ça doit être aussi, l'action directe, elle est aussi nécessaire. Oui, cette réappropriation du fait politique, en fait, tout simplement, par tous les citoyens. On rejoint ça, mais effectivement, comme tu disais, c'est vrai que cette question de l'image qui se pose malheureusement, oui, c'est vrai que il y en a certains qui sont on peut dire qu'ils sont dans une position facile, t'as juste à mettre un post sur Instagram, hashtag Black Lives Matter, et à t'asseoir pour pas jouer, mais ça demande s'il y a une vraie volonté que les choses changent, ça demande un autre investissement, mais ça c'est un sujet de discussion dans tous les milieux militants de tous bords, et qui a toujours existé, effectivement, qui se pose du point de vue des joueurs, mais on peut du coup aussi se poser la question de la volonté de certains. On sent qu'il y a des noms qui reviennent souvent, on a cité les 4-5 noms assez régulièrement ici, et il y en a d'autres qu'on voit moins, peut-être qui suivent, c'est encore une fois assez complexe derrière d'arriver à un consensus, parce qu'il y en a certains qui veulent peut-être moins s'investir que d'autres qui voudraient aller plus fort, plus loin. Voilà, c'est compliqué une nouvelle fois d'arriver à un consensus. Puis il y a cette question des sponsors aussi pour les joueurs NBA, c'est concret, hein. Là on est dans le concret là. Risquer des sponsors, ça me fait penser, parce que j'ai cité ce torchon d'Ethan Strauss sur The Athletic qui a sorti un des articles les plus je suis en intraveineuse d'articles sur beaucoup de sujets, hein, mais le truc le pire que j'ai vu en 2020 qui expliquait... L'échantillon est pas petit. Ton échantillon est pas petit. L'échantillon est pas petit, tu vois. C'est des heures de lecture. Donc quand je dis que c'est nul, c'est vraiment que c'est une catastrophe. Qui essaie d'expliquer en fait pourquoi parce que c'est une question, il y a beaucoup de questions qui sont reliées à l'activisme NBA. Pourquoi la NBA chute au niveau des audiences? Parce que c'est un truc qui continue même dans la bulle, etc. Et qui lui expliquait par exemple ça par rapport à la Chine, etc. Parce que il y avait eu Daryl Morey, enfin il s'était passé tellement de trucs. Daryl Morey, c'est il y a moins d'un an quand même, faut remettre dans le contexte. Ça en est passé des choses cette année. C'est incroyable, hein. Et en fait, moi ce que le phénomène Daryl Morey, ça prouve un peu, je trouve, la limite de l'activisme des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment, certaines personnes, notamment aux États-Unis dans le camp républicain, ont dit ah oui mais les joueurs veulent une voix. Ah oui, mais les joueurs ont pas critiqué comme l'a pu le faire Daryl Morey par rapport au sort de Hong Kong vis-à-vis de la Chine. Oui, sauf qu'en fait, je trouve qu'il y a un effet pervers à ça, c'est que du coup, on demande aux joueurs de s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Les joueurs, ils ont demandé une voix déjà pour être écoutés, pour arrêter que des présentatrices de la Fox leur disent taisez-vous et dribblez. Ils demandent une voix déjà. Et je trouve qu'il y a un faux procès d'intention qui est en train de se mettre en place, qui est incroyable, où en fait, on leur dit ah oui, vous réfléchissez par rapport à vos sponsors, vous réfléchissez par rapport à ci et à ça, et en fait, on leur fait des faux procès alors qu'ils demandent juste d'être écoutés et profiter de leur plateforme. C'est clair, puis c'est surtout une énorme hypocrisie. Une énorme hypocrisie. Bien sûr que des sportifs doivent faire attention à leurs sponsors, et c'est pas parce que, en fait, je vois pas, c'est pas parce que, oui, j'arrive même pas à formuler tellement je trouve ça fou. je vais pas, c'est pas parce qu'ils disent quelque chose qu'Adidas va retirer de l'argent et tout ça. Surtout sur un truc aux États-Unis où, je pense que, même si il faut vivre aux États-Unis, étudier les États-Unis pour comprendre que la mentalité est différente, l'opinion publique s'est plutôt révoltée sur ce qui se passe sur George Floyd, Jacob Blake, Breonna Taylor et compagnie, plutôt que l'inverse. Tandis que sur Hong Kong, ils s'étaient mis, le fait de pas parler leur silence pouvait dire qu'ils cautionnaient une chose qui était un petit peu non populaire dans la société américaine. Voilà ce que je veux dire. Là, comme tu as dit, ils veulent juste qu'on les écoute, et que surtout, on pense pas que ce sont des abrutis. Et puis,
Et je trouve ça super intéressant parce que Adrien, tu parlais, tu vois, des 3-4 noms qui ressortent le plus. Moi, je trouve ça fort qu'un mec comme Jalen Brown soit imposé dans ces 3-4 noms-là. Parce qu'il est jeune, il est pas All-Star, c'est pas un des meilleurs joueurs de la ligue. Il est pas important dans le... Et ça prouve surtout que si tu t'investis dans une chose, et ben même si t'es pas une superstar, tu peux un petit peu potentiellement faire changer les choses. Alors on sait que Jalen Brown est un joueur très spécial, très... Enfin, le mec faisait des conférences à Harvard et au MIT à 20 ans. Érudit, on va dire. Voilà, très érudit, très investi. C'est un des seuls joueurs qui a pas d'agent, notamment, qui lisait tous ses contrats lui-même au moment de la draft et ses signatures avec Adidas. Mais voilà, je trouve ça intéressant que voilà, LeBron, Chris Paul, ces joueurs-là sont importants. Kyrie aussi avait été important vers mai-juin. Mais le fait de Jalen Brown, pour moi, montre aussi à certains autres joueurs que voilà, ils peuvent aussi potentiellement, avec voilà, des propos cohérents, des modalités d'action, manifester, tout ça, ils peuvent avoir une tribune en quelque sorte. Oui, et puis pour faire le lien avec ce que disait Ben, ne pas avoir honte d'avoir un sujet qui nous touche précisément et d'avoir des revendications dans ce sujet-là, parce que là on parle de quelque chose qui les touche directement, et de pas être ce ne sont pas des hommes politiques. Et ce que tu disais, Ben, moi aussi je trouve ça un peu hypocrite de demander donc à un sportif qui se sent concerné là dans un sujet, qui a un avis sur ce sujet-là, d'aussi donner un avis sur la géopolitique chinoise ou européenne ou africaine ou j'en sais rien. C'est normal que les personnes concernées par un sujet émettent un avis et aient envie d'être entendues sur ce sujet-là, parce elles sont concernées, elles sont en première ligne, et que sur les autres, elles n'aient pas l'expertise, et il faut pas en avoir honte. Et l'exemple de Jalen Brown que tu donnais, Alan, il est très bon. Mais voilà, le gars s'est documenté et est concerné, a une voix, l'exprime, et ne s'exprime pas sur les autres sujets, et c'est tout à fait convenable au final. On peut pas attendre que ça soit de toute façon, les gens qui ont un avis sur tout, bien souvent, il est éclairé sur très peu de choses. Donc, c'est un peu la logique du monde, mais non, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai que la figure de Jalen Brown ressort énormément, et c'est, comme l'a dit Alan, c'est très fort. Après, il faut aussi prendre compte du chemin parcouru quand même, parce qu'il y a un joueur des Bulls qui est un peu ressorti ces derniers jours avec les actions qui ont été mises en place. Alors je m'en rappelle jamais de son prénom. Hodges, mais je me rappelle plus de son nom, qui en 91 avait en gros demandé parce qu'il y avait eu le début des années 90, Los Angeles, bref, vous voyez le contexte, il y avait eu avant le match 5 des finales 91, il avait demandé en gros un boycott du match parce qu'il y avait un Nord-Américain qui avait été tué à Los Angeles, et il expliquait dans une interview pour CBS qu'en gros en 2 minutes il était allé voir Magic et Jordan, c'était réglé, hors de question. Enfin c'est pas imaginable. On est 30 ans après et on voit ce qui s'est passé, c'est assez incroyable, sans encore une fois tomber dans le débat Jordan, LeBron, etc. Parce que ils sont plus, je pense, représentatifs de leur époque que de leur simple personnalité. Exact, ouais. Je veux dire par là que Jordan, il aurait dit de façon célèbre, les républicains, ils achètent aussi des paires de chaussures. En gros, mêlez pas à la politique. Et le chemin parcouru, je pense aussi qu'il faut s'en féliciter, parce que à l'échelle de la société américaine, c'est très peu 30 ans. C'est rien du tout. Et qu'on soit passé de joueurs qui s'écartent, qui ont peur du risque politique, à certains qui s'engagent, c'est très fort. Jordan qui a évolué d'ailleurs sur ce sujet-là, vu qu'il met de l'argent là-dedans. Dis donc, j'en perds ma voix. Dans Black Lives Matter, on l'a vu, et c'est Craig Hodges, je viens d'avoir le nom qui m'est revenu. Qui était très critique de ça par rapport à Jordan, qui disait qu'en gros c'était plus des relations publiques, je pense qu'il y a un sentiment amer par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90, parce que dans son interview, je te redonne la parole Adrien, mais il était très critique de ce que peuvent faire maintenant Magic et Jordan, parce qu'il estime qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais d'un autre côté, tu vois, tu parlais de cette évolution. Je trouve ça intéressant aussi de pardonner, de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une évolution totalement. Aussi chez Jordan, chez Magic, chez les anciennes figures. Le contexte, comme tu le dis, comme on le répète depuis le début du podcast, évolue d'année en année, de décennie en décennie, et là de semaine en semaine dans cette année 2020 un peu folle. Et donc effectivement, on peut pas demander à tout le monde et opposer aussi les uns aux autres. C'est-à-dire que j'ai vu ressortir quand même, quand il y a eu le nom de LeBron James, dans cette affaire qui est ressortie, certains qui disaient oui, mais LeBron James, tu fais quoi pour
pour Black Lives Matter, alors que Jordan met de l'argent, par exemple. Genre cette opposition qui revient et qui là pour le coup est totalement, enfin, c'est terrible. Ouais, je vois même pas l'objectif de cette chose-là. Là pour le coup, il y a un souci que la plupart constatent de manière relativement objective. On n'en est pas à faire des petites guéguerres et des classements de qui est le meilleur militant et qui est le meilleur et le plus impliqué, quoi. C'est ça, totalement. C'est surtout, je pense, une évolution où maintenant, enfin, lui, il avait dit, Craig Hodges, qu'il avait été, selon lui, un peu écarté de la NBA à cause de ça. C'est difficile d'imaginer, même si on a eu le cas en NFL, mais encore contexte complètement différent avec Colin Kaepernick. Je vois mal si, je sais pas, demain, un Anthony Davis qui est peut-être parmi ces joueurs un peu discrets sur ces questions-là, si Anthony Davis, sort 2-3 déclarations coup de poing, je le vois pas sortir de la NBA. Bon, après, on va me dire que Craig Hodges, c'était pas Anthony Davis à son époque. C'est vrai, on peut retorquer ça. Mais je veux dire que je pense pas qu'un joueur pourrait se faire éjecter de la NBA pour des visions politiques à l'heure actuelle. À part si elles sont dans l'autre camp très extrême. C'est-à-dire que je pense mais c'est difficilement envisageable, je pense, de voir ça. Il y avait un peu la question quand même à un moment donné assez rapidement, mais au tout début quand les joueurs ont commencé à s'agenouiller, ceux qui ne s'agenouillaient pas, je pense à Jonathan Isaac, Michael Porter Jr. aussi il me semble, qui avait décidé de ne pas mettre genou à terre pendant l'hymne national. Effectivement il y avait eu des réactions, mais il y a eu assez rapidement quand même des joueurs qui sont montés au créneau comme on dit pour dire non mais on est là pour chacun agit de la manière dont il veut, et on reprochait notamment à la NFL pour reprendre le cas d'où vient cette histoire de s'agenouiller de Colin Kaepernick. On reprochait à la NFL d'avoir jugé un joueur sur sa modalité d'action. On va pas faire la même chose dans l'autre sens. Je pense qu'ils en sont relativement conscients tout de même. Totalement. Après, à voir qu'il y a quand même, je trouve il y a toujours cette hypocrisie assez totale sur les moyens d'action. Je fais un peu un parallèle, t'en parlais au début, Adrien, pas juger les modalités d'action. Il y a quand même ce truc qui est très fort en NFL, Alan, je pense qu'on l'a vécu, où on disait aux joueurs, plaignez-vous, mais nous gênez pas. C'est-à-dire que plaignez-vous, mais n'arrêtez pas les matchs. Plaignez-vous, mais ne vous agenouillez. C'est très difficile à dire ça. J'y arriverai pas. Agenouillez-vous pas. Ouais, merci beaucoup. La passe décisive. Enfin bref, et je trouve que c'est là où on revient quand même à cette idée que les gens qui regardent la NBA sont quand même, je pense, en grande partie d'accord avec ce qui se passe. C'est que je trouve que Twitter n'est pas le monde entier, mais quand on regarde Twitter, les gens qui se sont plaints de ça, c'est quand même des gens qui de base n'ont peut-être pas la fibre NBA. Par exemple, le clown du village qui est Clay Travis, c'est un mec de Fox Sport, c'est de base, c'est un clown ce mec. C'est-à-dire que de base, c'est quelqu'un qui a des visions très à droite et qui va critiquer la NBA pour ce qu'elle représente. Donc, n'importe quelle modalité d'action ne lui aurait pas plu. Pareil pour le président Donald Trump. Donc là, je pense que vis-à-vis de ça, la NBA a une marge de manœuvre. Ouais. Ou Aubrey Huff, qui est un ancien joueur de baseball, champion en 2010, qui déjà à l'époque me faisait penser à un redneck et qui s'est targué de tweets assez désobligeants. Depuis quelques jours. Il a un podcast de baseball et c'est vrai que il s'est pris des tollés sur Twitter parce que il a le public qui écoute son podcast MLB, c'est pas celui qui est concerné par ce qui se passe avec la NBA, tu vois. Et donc il a pas tweeté en pensant qu'il avait peut-être son lectorat ou son auditoire, et il a pris un véritable US qui prouve que les gens qui sont concernés par la NBA, ses suiveurs, ses spectateurs sont pas les mêmes que dans les autres sports, ils sont généralement, comme tu as dit, d'accord avec tout ce qui se passe. Et justement pour recentrer NBA et un peu conclure ce podcast, parce que ça fait déjà une bonne 50aine de minutes qu'on parle, qu'est-ce que selon vous on peut attendre a priori là de ces prochaines semaines, ces prochains jours en NBA? Bon, là, on est reparti. Il y a du basket. Il y a probablement quand même toujours des discussions. Quelles sont les perspectives, au moins pour la ligue? Est-ce qu'il va encore, avoir un nouveau fait divers, si un nouveau noir américain qui se fait tirer dessus par un policier? Il y en a. Oui. Faut juste pas que le boule de neige prenne et que ça, tu vois, ça, tout le monde en parle partout. Hein.
C'est ça en fait. J'allais dire peur, c'est pas le bon mot. C'est ça qui pour moi est une donnée totalement nouvelle. C'est la camaraderie, la fratrie entre tout le monde. C'est-à-dire qu'on a par exemple vu Kyle Korver qui a dit clairement, il était pas forcément pour ne pas jouer, mais en gros il a suivi le groupe. Il allait pas se ramener tout seul contre Orlando, quoique il aurait pu peut-être les battre. Mais en fait la question c'est la différence avec. Allen a parlé de cet épisode Bill Russell en 61. Quand Bill Russell et 4 autres joueurs noirs américains des Boston Celtics décident de ne pas jouer, Bob Cousy, l'autre star, joue. Ouais. La différence maintenant, c'est que Kyle Korver, je compare pas les joueurs, je compare l'intention, ne joue pas. C'est-à-dire que, vu qu'on voit qu'un joueur de la, entre guillemets, stature sans être négatif de George Hill peut avoir un tel impact sur son sport et sur d'autres sports, on est quand même, je pense, sur un brasier. On est vraiment sur un brasier. Aujourd'hui, je pense que si t'as un joueur blanc qui dit non mais les gars, moi je joue. Déjà en plus, si on regarde, c'est très dur parce que faudrait voir les statistiques, mais dans la fin des années 50, début des années 60, je pense que je vais pas dire que la majorité des joueurs étaient blancs, mais tu vois, voilà, aujourd'hui, il suffit de faire une étude pour comprendre que 3/4 des joueurs qui jouent à NBA sont afro-américains. Donc ça, c'est même plus possible, tu vois, je pense, en termes de et même en termes d'image et tout, si tu fais ça, mais c'est pas. Ouais, non, mais cette fraternité que tu mentionnais, Ben, elle se voit aussi où quand Milwaukee au début décide de ne pas jouer, on se demande pendant quelques minutes si ils vont pas avoir une défaite sur tapis vert, et rapidement le Magic, les joueurs du Magic disent non, on se range derrière cette volonté des Bucks et on ne joue pas. Ça va très vite et j'ai l'impression que la question s'est pas posée très très longtemps du côté des joueurs du Magic qui n'ont pas la même stature que les Bucks qui sont candidats au titre. Ouais, totalement. Enfin, il y a vraiment, je pense, cette question d'effet papillon, voilà, vraiment d'effet papillon qui est ravageur maintenant en NBA. Ce qui fait que, alors, on souhaite tout sauf ça, mais on a un autre George Floyd dans les semaines. La NBA s'arrête en 23 secondes, je pense. Enfin, vraiment, je pense que il y a aussi je pense qu'il y a aussi derrière ça, il y a aussi une réflexion de base des joueurs sur est-ce qu'on aurait dû vraiment aller dans la bulle. Parce que je pense que cet aspect-là, alors ça, il faudra des mois, voire des années pour voir comment la bulle a été vécue, mais on voit bien, et tous les joueurs, que ce soit les stars, les titulaires, les joueurs de fond de banc, te disent que la bulle, c'est difficile. Et je pense qu'il y a peut-être une réflexion de base sur, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Est-ce qu'on aurait dû vraiment venir? Et ça sera pas réglé tant que les mecs quitteront pas la bulle. Ah, ça doit trotter dans certaines têtes, c'est sûr. On voit des images de ceux qui quittent la bulle, justement, des équipes éliminées, là, qui... Ils sont plus contents, mais ils sont plaisir. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est compliqué. LeBron, dans une interview pour The Athletic, dit qu'il a pensé plusieurs fois à quitter la bulle. C'est LeBron James, quand même. C'est un mec qui se bat pour l'histoire de son sport, qui est un favori pour le titre, le joueur majeur de son équipe favori pour le titre, il pense à quitter la bulle, lui. Enfin, je veux dire, il faut voir, ça prouve que je pense qu'ils ont tous eu peut-être cette idée à un moment. Ah là, quand il y a eu Bucks, puis assez rapidement le soutien des Clippers et des Lakers, ça a montré, comme tu disais, que cette question trottait dans pas mal de têtes, et même des 3 équipes favorites pour se disputer un titre, et on connaît l'importance d'un titre dans une carrière NBA, dans l'histoire de la NBA, on en a assez parlé à longueur de podcast. C'est vrai que c'est fin de podcast comme ça, c'est pas bien parce que j'arrête pas de parler, faut me couper. C'est vrai que moi j'ai été surpris de voir, on a su notamment qu'à un moment les Clippers et les Lakers sont partis, les Lakers à l'exception de Dwight Howard, c'est important à préciser, mon ami Dwight pas toujours inspiré dans ce genre de cas, sont partis d'un meeting et en gros on dit on arrête la saison. Et moi j'ai été surpris de voir que les 2 favoris soient capables de mettre le titre dans la balance. Moi, je me suis toujours dit, toutes les stars NBA sont venues dans la bulle parce qu'à un moment, l'enjeu sportif prime. Et je trouve que c'est un retournement des valeurs incroyable, que ça soit les 2, voire 3, parce que les Bucks ont été à l'initiative, que ce soit les équipes qui sont allées le plus loin. Ça, je trouve ça incroyable. T'as bien fait de reprendre la parole, ça fait une bonne conclusion. Je sais pas si Alan, tu veux ajouter quelque chose? Non, franchement, on a fait le tour, je pense. De toute façon, c'est dur de... Oui, on va pas refermer le sujet. Des grandes orientations, quoi. Mais bon, c'était bien dit. C'était un podcast de France Culture sur Dunked. C'est ça. Et puis comme tu disais, je pense aussi que dans quelques mois, quelques années,
quand on aura peut-être Jalen Brown qui fera un bouquin où il reparlera de ce moment-là. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses très intéressantes à lire et à découvrir. Puis tu vois, les joueurs ont leur podcast aussi maintenant. C'est vrai. Podcast de joueurs, pouvoir s'exprimer là-dessus, inviter des gens peut-être, parler à la fois de leur expérience dans la bulle, comme on le disait, aussi parler politique, parler sociologie, éducation. Et je pense qu'ils ont des plateformes. Ça, par contre, le numérique, le digital, mot que tu apprécies tant, quelle horreur. Ça va permettre, je pense, peut-être de parler à plus de gens, je pense, potentiellement. Puis, dernier mot, Adrien, je te fais conclure. Je t'en prie. Ben Golliver, un journaliste du Washington Post, il a déjà annoncé qu'il allait écrire un livre sur la vie à l'intérieur de la bulle. On voit que je pense qu'il y a quand même, je vais pas parler de fascination, mais il y a un intérêt à savoir, parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu. C'est des sportifs de haut niveau qui s'enferment pendant, pour les finalistes, ça va être 4 mois, à Disney, pour remporter un titre pendant une pandémie. C'est un truc, mais moi je veux lire des thèses là-dessus, parce que je pense qu'il y a c'est fascinant en fait, c'est fascinant comme expérience peut-être à lire, à vivre. Je pense que c'est extrêmement compliqué, et Paul George en témoigne. Parfait. La conclusion sur Paul George, je pense que ce que c'est parfait. On fera pas mieux. Du coup, on va vous conseiller de patienter pour retrouver sur toutes les plateformes digitales plus d'infos à ce niveau-là. On va espérer qu'il n'y ait pas d'autres affaires de ce niveau-là de tuerie ou de coups de feu comme ça aux États-Unis qui se passent prochainement. Et puis voilà, c'est un épisode un peu spécial. A priori, la semaine prochaine ou un peu plus tard dans la semaine, on va pouvoir reparler basket avec des playoffs qui quand même montent en pression petit à petit. Commence à se passer des choses. D'ici là, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos plateformes digitales à nous, les réseaux sociaux, les plateformes de podcast, à laisser des commentaires, des petites notes si le cœur vous en dit évidemment. Et on vous souhaite à tous une excellente semaine NBA. Merci beaucoup les gars d'avoir participé. C'était un plaisir. Et bonne semaine de basket, parce que oui, il y a du basket quand même. Ouais.